Dans cette conférence de novembre 1983, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent du concept de conscience. Selon Bernard de Montréal, dans le passé, l'homme avait une conscience planétaire, une conscience inférieure qui était le résultat de l'expérience accumulée de son âme et de son esprit. Cependant, cette conscience était limitée car l'esprit de l'homme était prisonnier de ses sens, ce qui le rendait inconscient. Dans l'évolution à venir, l'homme aura une conscience réelle ou supra. T son esprit avec la lumière, c'est-à-dire l'intelligence universelle. La conscience peut être définie comme la science de l'intelligence à travers l'esprit, pour le bénéfice de l'ego. Cela signifie qu'un homme conscient a un esprit dont la relation avec l'ego est soutenue directement par le rayon de la création, et non par la mémoire ou l'expérience passée. Cette relation crée une fusion et donne à l'homme une conscience évolutive, libre des conditionnements planétaires de son inconscience. La conscience planétaire, quant à elle, est celle que possèdent les masses actuellement. En dehors de cette définition de la conscience supramentale, la conscience peut être définie plus généralement comme de l'énergie ayant besoin d'un support pour se manifester, que ce soit au niveau minéral, végétal, animal ou humain. Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et Hergé, il est question de la conscience et de son rapport avec l'énergie. Bernard explique que la conscience est de l'énergie et que, pour comprendre cette relation, les individus doivent étudier profondément leur connexion avec cette énergie. Il souligne que ceux qui reçoivent cette énergie sans en comprendre les lois commettront des erreurs d'adaptation, ce qui causera des souffrances. Il précise que la conscience est une énergie universelle qui contient les principes de l'intelligence, de la volonté et de l'amour. Pour connaître ces principes, l'esprit humain doit être capable de comprendre et de raisonner avec les aspects inférieurs de ces principes basés sur les expériences antérieures de l'âme. Bernard affirme que les êtres humains du futur, ayant une conscience supérieure, percevront leur conscience antérieure et leur conscience actuelle comme deux réalités distinctes. Il souligne que ces êtres chercheront à évoluer vers l'immortalité et éventuellement l'éternité. En ce qui concerne les plans de conscience ou niveau de conscience, Bernard affirme que ce concept est purement conceptuel et philosophique. Il explique que parler de niveau de conscience est lié à l'ego et à la curiosité intellectuelle d'un individu. Selon lui, la conscience n'est pas divisible et il n'existe pas d'échelle comparative de la conscience pour un être conscient. Dans ce texte, l'auteur avance l'idée que la conscience existe non seulement chez les animaux, mais aussi chez les plantes et les minéraux. Selon lui, la conscience est un état d'esprit qui varie en fonction de la fonction biologique de chaque être vivant. Dans le cas de l'homme, il affirme que la prise de conscience subjective commence avec le développement du corps astral, puis du corps mental inférieur. L'homme est ensuite confronté à une expérience déstabilisante où l'énergie pénètre son esprit et engendre une expansion de sa capacité de réflexion et de vision globale. Cette étape est liée à la conscience cosmique. L'auteur soutient que la faculté de penser n'est pas essentielle à la structure cérébrale de l'homme, mais est temporairement implantée par des intelligences évoluées. Il estime que pour accéder à une conscience supérieure, il est nécessaire pour l'homme de réaliser que ce n'est pas lui qui pense. Cette prise de conscience l'amènerait à évoluer vers une nouvelle étape d'évolution. L'auteur affirme également que la pensée a été donnée à l'homme pour développer certaines parties de son cerveau qui lui permettront de communiquer avec les différentes formes de conscience présentes dans le cosmos. Finalement, il soutient que la pensée limite l'homme dans sa capacité à dépasser sa spatio-temporalité et à communiquer avec d'autres formes de vie. L'être humain, une fois coupé de ses sens ou de sa pensée, vit une expérience différente de conscience. Être conscient ne se mesure pas en termes de plan de conscience, mais est une intégralité qui permet à l'homme de vivre dans le présent, le passé et l'avenir selon les besoins de son évolution. Les écoles ésotériques et philosophiques orientales et occidentales ont proposé des échelles de progression de l'évolution pour motiver l'homme à franchir des étapes, mais une fois qu'il entre dans la conscience cosmique, cette catégorisation disparaît. L'homme n'est plus intéressé par les plans, il est conscient et a la capacité de véhiculer cette conscience selon ses besoins. L'homme de demain pourra communiquer avec la plante, l'animal, le végétal ou le minéral en entrant en contact avec la conscience atomique de son propre double. Cette conscience atomique, qui représente l'homme futur, peut être en syntonie vibratoire avec les différents plans grâce à la volonté de l'homme. L'âme, qui est une forme de mémoire, doit être neutralisée pour que son énergie serve à la création d'un double qui est présent dans tous les règnes, minéral, végétal, animal, mental, humain et suprahumain, et peut être en syntonie avec les plans. Le double n'est pas une forme physique mais une consistance énergétique qui peut s'adapter à la volonté de l'homme.
Lorsque l'homme a une conscience cosmique, sa volonté, son intelligence et son amour ne proviennent plus de l'ego, mais sont les trois principes cosmiques universels réunis en lui. Pour que l'énergie indifférenciée de l'amour, de la volonté et de l'intelligence soit utile dans le cosmos, elle doit être reçue dans des systèmes psychiques et manifestée. La communication directe avec la création était possible pour l'homme avant qu'il développe son ego et son mental inférieur. Mais cette rupture était nécessaire pour que l'homme puisse évoluer et devenir un être conscient et capable de gérer l'énergie de la création. Ainsi, l'homme actuel est prêt à recevoir cette énergie fusionnée, à entrer en contact avec les plans de la création et à devenir un être créateur. Il ne s'agit pas d'une déchéance, mais d'une nécessité cosmique pour permettre à l'homme de se développer et de prendre conscience de sa nature plus élevée. Dans le paradis originel, Adam et Ève étaient en communication directe avec toute la création, mais cette communication a été perdue pour permettre le développement de l'ego. Cependant, cette perte de contact était nécessaire pour que l'homme puisse se développer en tant qu'être individuel et capable de maîtriser l'énergie de la création. Cette sixième évolution de l'homme marque le début de sa capacité à contrôler les forces de la création. Auparavant, l'homme était en harmonie avec ses forces, mais il n'était pas un véritable créateur. Cependant, avec l'apparition de l'ego et de l'intelligence, l'homme peut désormais travailler avec d'autres intelligences pour créer une nouvelle science et une nouvelle civilisation sur Terre. L'ego s'est développé lorsque les circuits universels ont été coupés avec Adam, privant ainsi l'homme d'un contact direct avec ces circuits et le laissant dans une grande solitude. L'homme a alors commencé à penser avec des pensées provenant du monde de la mort, plutôt qu'avec des pensées créatives émanant des plans supérieurs de l'évolution. À la fin du XXe siècle, l'homme n'a jamais eu de pensée qui lui était vraiment propre, mais plutôt des pensées provenant de l'astral ou d'autres parties de la galaxie. Ainsi, l'homme doit apprendre à penser de manière créative et originale afin de se libérer des opinions et des influences extérieures. Dans ce passage, l'auteur explique que pour que l'homme puisse créer ses propres pensées, il doit prendre conscience que ce n'est pas lui qui pense réellement. Il encourage les individus à distinguer les pensées intelligentes des pensées stupides et à se débarrasser peu à peu de ces dernières. L'objectif est d'arriver à un stade où l'homme n'a plus besoin de communication mentale et peut simplement parler, écrire et manifester ses idées dans le monde. Cela nécessite une évolution de la conscience humaine et une fusion entre l'énergie, l'esprit et l'ego. L'auteur souligne également que ces propos ne doivent pas être pris au sens littéral, mais qu'ils doivent être saisis vibratoirement, c'est-à-dire au niveau de l'esprit et de l'intelligence. Il réfute l'idée que les gens doivent arrêter de penser, mais précise qu'ils doivent réaliser que ce n'est pas eux qui pensent réellement. Selon lui, c'est un processus qui se fait par étapes et qui mène à la créativité et à l'évolution de l'individu. Dans cette discussion entre BDM et Hergé, ils abordent l'évolution de la conscience humaine et le rôle de la petite voix intérieure. BDM explique que l'homme inconscient ne pense pas consciemment à sa pensée, donc il n'y a pas de problème. Cependant, lorsqu'il fait face à un choc ou une perte, il peut commencer à entendre la petite voix intérieure. Certains psychologues constatent d'ailleurs une augmentation du nombre de personnes qui entendent des voix. L'homme conscient, spirituel, entretient une relation avec sa petite voix et peut avoir une vision plus large que l'homme inconscient. Cependant, il doit être conscient que sa petite voix peut provenir de différentes sources et il doit discerner si elle est bonne ou basse. L'objectif ultime est de parvenir à une intégration entre l'énergie, l'esprit et l'ego, mais cela ne sera pas facile dans le développement de la conscience supramentale sur Terre. BDM souligne également que toutes les personnes ne sont pas intéressées par la petite voix et qu'ils préfèrent parfois l'homme inconscient qui n'est pas fatigué par celle-ci à l'homme conscient qui se fait leurrer par elle. Hergé suggère ensuite que le niveau d'instruction pourrait être lié au degré de pénétration de la conscience. BDM répond en expliquant que la conscientisation se produira en parallèle avec le processus de scientisation de la planète, mais à une échelle limitée. Il indique également que pour que la conscience descende sur la Terre, il est nécessaire que l'humanité crève psychologiquement, c'est-à-dire qu'elle traverse une crise profonde. Selon les propos de l'orateur, l'énergie de conscience cosmique descend sur Terre lorsque les êtres humains vivent un traumatisme ou des événements perturbants qui leur ouvrent l'esprit. Il existe des personnes sur Terre plus sensibles à cette énergie, notamment celles qui viennent d'autres civilisations. La conscientisation de la race humaine à cette énergie ne dépend pas de l'effort personnel mais d'une actualisation en conjonction avec le plan de vie de chaque individu. Parmi tous les recherchants et les personnes spiritualisées, seul un petit nombre sera prêt à recevoir cette énergie et à vivre la conscience cosmique,
estimé entre 100 et 200 000 personnes. L'orateur mentionne que, à la fin d'un cycle, le bas astral, ou l'activité de pouvoir de l'astral sur l'homme, arrive à sa fin et certaines manifestations du satanisme peuvent se produire plus brutalement. Cependant, ces forces sataniques utilisent des formes sacrées telles que des symboles religieux pour troubler l'esprit humain. Il souligne que seules les personnes qui comprennent les lois de la forme seront capables de voir à travers leur jeu. La présence d'une petite voix dans l'esprit de l'homme provient de l'astral, et elle est liée à la folie. L'ésotérisme est à la fois avantageux et dangereux, car il peut être troublant pour ceux qui ne sont pas suffisamment forts d'esprit. Avoir un esprit fort signifie avoir de la lumière en soi, ce qui protège contre les influences néfastes. Seuls quelques rares individus dans le monde ont un esprit fort et s'engagent dans l'ésotérisme sans être perturbés. Il est important de sensibiliser les personnes ésotériques au danger de l'astral à travers l'ésotérisme. Il est dit que le prochain corps de l'homme sera un corps de lumière qui s'ajoutera aux autres. Ce double parfait de l'homme aura la forme du dernier corps physique utilisé par l'esprit sur le plan matériel. Tous les aspects de la personnalité physique et psychologique de l'homme, du corps vital au corps mental, seront retrouvés dans ce double grâce à la mémoire. Dans le nouvel cycle, T de l'homme ne sera plus perçu par la réflexion, mais il pourra être vu en sortant du corps matériel. L'homme percevra alors son esprit, connaîtra son statut morontiel et universel, saura pourquoi il est sur Terre et ce qu'il a à faire. Son esprit sera connecté à la lumière du cosmos, lui donnant une mémoire parfaite et lui permettant de connaître ses origines et son avenir. L'homme deviendra immortel grâce à cette conscience parfaite de lui-même. Malgré cela, il restera individualisé par son taux vibratoire. Dans cette conférence, Bernard de Montréal parle du taux vibratoire de la lumière et de son rôle dans l'individualité de chaque être. Il explique que lorsque la lumière descend dans l'esprit, elle se fond avec lui et perd son taux vibratoire initial. Cependant, tous les êtres humains ont la fréquence exacte de cette lumière matérialisée dans leur conscience, ce qui leur permet de se reconnaître instantanément les uns les autres. Bernard souligne que lorsqu'il fait des conférences, il contribue à élever le taux vibratoire de ceux qui l'écoutent. Il mentionne également que la manifestation de la conscience supramentale sur le plan humain nécessite une préparation et que les individus doivent apprendre certaines choses par le biais de personnes comme lui. En témoignant de son expérience, il affirme qu'il ne s'est jamais préparé à ces conférences, soulignant ainsi la spontanéité de son travail. Dans la deuxième partie de la conférence, Bernard aborde la question de la préparation des individus à passer à une étape d'évolution dans leur évolution. Il s'interroge sur la capacité de quelqu'un à déterminer si un individu est prêt ou non à évoluer. Ceux qui ne sont pas prêts à évoluer ne sont pas suffisamment conscients pour subir le choc nécessaire à cette évolution. Ce choc, créé par la descente de l'énergie dans l'esprit, permet une transmutation de conscience et l'accès à des niveaux supérieurs de compréhension. Ceux qui ne peuvent pas subir ce choc seront contraints de retourner au monde de la mort afin de parfaire leur expérience et d'être prêts pour une future évolution. Dans cette nouvelle évolution, seuls ceux qui vivront de cette énergie seront isolés du reste de l'humanité en raison de leur pouvoir sur la matière, leur science et leur évolution. Pour que les peuples et les nations se rejoignent, il doit y avoir des forces sur Terre qui donnent une conscience commune à l'humanité, et c'est l'une des fonctions d'un être cosmique appelé le Messie. Cet être travaillera avec un groupe d'individus qui ont évolué émotionnellement et sont prêts à entrer en contact avec des intelligences plus avancées. Ensemble, ils créeront un centre d'énergie puissant pour projeter les nations vers une nouvelle ligne d'évolution. C'est à ce moment-là que l'âge d'or pourra être créé, mais cela ne peut pas se faire uniquement par le désir humain, car les forces astrales dans l'homme briment souvent son intelligence. Le souhait est donc que la psychologie et la psychiatrie deviennent suffisamment matures et libres de l'ego pour permettre à l'humanité de transcender ces forces négatives. L'auteur argumente que pour analyser la nature et le fonctionnement de l'esprit humain, il est nécessaire de faire appel aux connaissances ésotériques ou occultistes. Selon lui, les psychologues actuels n'étudient pas suffisamment les mécanismes de l'esprit et les influences astrales qui peuvent perturber l'harmonie entre les émotions et les pensées. Elle affirme que la folie n'est pas un trouble de l'esprit mais plutôt un dysfonctionnement de l'ego au niveau mental et émotionnel. Il suggère que les psychologues devraient s'ouvrir à l'étude de ces aspects occultes pour pouvoir aider les individus qui souffrent de cette dissonance. Il mentionne également que la pression astrale sur l'homme augmente avec le temps et que l'humanité aura besoin de psychologues dotés d'une intelligence et d'une intuition développée pour faire face à ces défis. Il raconte une expérience avec un scientifique de la NASA qui était inconscient de l'origine de ses idées et qui a réalisé que ses pensées étaient influencées par des forces astrales.
Dans cet extrait, l'auteur aborde la conscience de l'homme et la différence entre les pensées créatives et les pensées subjectives. Il souligne également la polarité présente en chaque individu, entre le bien et le mal, et la nécessité pour les psychologues de comprendre et d'explorer les aspects profonds et voilés de la nature humaine. L'auteur met en garde contre l'influence astrale qui peut compromettre l'intelligence créative de l'homme et souligne l'importance pour chaque individu de rester fidèle à sa propre pensée malgré les normes sociales et culturelles environnantes. L'auteur prédit également une augmentation de la folie dans les sociétés oppressives et encourage l'homme à rester fort et solide face à ses pressions extérieures. Dans ce passage, l'auteur affirme que l'homme doit avoir le pouvoir et le droit de penser par lui-même pour être libre. Il mentionne également que certains individus luttent contre des forces internes qui vont à l'encontre de la nature humaine. Il estime que l'humanité doit vivre son propre karma et expérience, tandis qu'il se préoccupe uniquement des individus qui ont une conscience élevée et la capacité de se connecter à une conscience pure et une intelligence pure. L'auteur soutient que les hommes ne peuvent pas suivre indéfiniment ceux qui leur apportent de la lumière, mais doivent être autonomes et vivre à partir de leur propre lumière. Il note que l'âge joue un rôle dans cette évolution, car il est nécessaire d'être suffisamment solide physiquement et émotionnellement pour absorber l'énergie qui transforme l'individu. L'auteur explique également que l'homme de demain devra être capable de se déplacer dans d'autres dimensions et lois, tout en continuant de travailler sur le plan matériel. En conclusion, l'auteur encourage l'homme à se centrer sur sa propre évolution et à devenir suffisamment puissant pour faire face aux défis qui l'attendent. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'évolution de la conscience humaine et de la maîtrise de l'énergie. Il affirme que seul un petit nombre d'individus sur Terre pourront vivre cette nouvelle transformation, tandis que les autres devront continuer leur évolution. Il soutient que les individus participeront différemment à la conscientisation de la planète, certains étant spirituellement heureux de l'événement tandis que d'autres mourront à cause du choc. L'auteur mentionne également le monde de la mort, affirmant que les êtres qui se trouvent là-bas veulent revenir dans le monde matériel mais n'en ont pas la possibilité. Il explique que les lois du monde matériel sont anti-lumière et que ceux qui y reviennent sont régis par une hiérarchie luciférique, lumineuse mais illusoire, les empêchant de voir la véritable nature de cette lumière. Il parle ensuite d'une nouvelle évolution, dans laquelle les rôles seront inversés, l'homme matériel sera libéré de la matière grâce à sa morontialité, et le monde de la mort sera libéré du temps, permettant ainsi aux morts de revenir dans la matière. Enfin, l'auteur explique que la résurrection des corps, telle que mentionnée dans les textes religieux, signifie en réalité la raréfaction de la mémoire et la transformation de l'âme en pur esprit. Il souligne que dans la réalité cosmique, l'homme doit comprendre les lois de la vie et de l'énergie pour vaincre la mort, en brisant les lois de la personnalité pour permettre l'émergence du pouvoir de la personne sur son ego. L'auteur affirme que tout est esprit dans la matière, mais que l'homme n'a pas encore la science de l'esprit. Le fait que nous n'avons pas la science de la lumière signifie que nous ne sommes pas lumière. Si nous étions lumière, nous comprendrions les lois de l'esprit et la relation entre la lumière et les plans construits où la lumière n'est plus libre. Existe sur tous les plans de la création. Chez l'homme, l'esprit est très développé et est capable d'utiliser la mentalité pour créer dans l'expérience humaine. Cependant, l'esprit ne veut pas agir dans la matière par réflexion, mais par imposition. L'esprit veut commander à la matière pour élever sa vibration et spiritualiser la terre. Pour cela, il faut une conjonction entre l'ego, l'esprit et la lumière. La lumière est de l'énergie, l'esprit est la lumière emmagasinée dans une forme. L'ego est la manifestation de l'esprit à travers le mental. L'esprit doit utiliser à la fois le plan subtil de l'énergie du mental et l'organisation cellulaire du corps physique pour pénétrer la matière. L'esprit veut descendre dans la matière et la matière obéira à l'homme lorsque l'esprit sera régi par les lois de la lumière. Cela représente la prochaine évolution. L'esprit de l'homme est l'accumulation de la mémoire d'âme de l'homme, mais pour qu'il y ait l'esprit dans l'homme, il faut un autre plan, appelé conscience supramentale, créé par la lumière à travers l'esprit imposé à l'ego. L'homme doit comprendre sa relation entre l'esprit, l'énergie, la forme, l'âme, la matérialité, la vitalité et le mental pour se constituer en tant qu'être morontiel, contrôlant l'énergie indifférenciée. Le but de l'homme sur une planète est d'élever la vibration de la planète et d'élever la vibration de la forme. L'homme est un scientiste, c'est-à-dire qu'il applique la science de la lumière dans la forme. Sans l'esprit, la lumière ne peut pas descendre dans la forme. L'esprit a été créé par les esprits de la forme afin que la forme puisse être remplie d'esprit. L'homme est descendu dans le monde pour expérimenter la sensorialité et la sensualité,
mais cela ne peut pas être sa seule expérience. Un jour, l'homme doit vivre de créativité, c'est-à-dire d'application des lois de la lumière dans la matière à travers le pouvoir de l'esprit. Lorsque l'homme a terminé cette fonction, il peut changer de plan, neutraliser son corps matériel, partir avec son corps morontiel et continuer à évoluer dans d'autres parties du cosmos. Le corps morontiel deviendra son corps réel. Ainsi, lorsque l'homme termine sa mission sur Terre grâce à sa science, sa connaissance, son travail, il partira pacifiquement sans mourir, laissant simplement son véhicule physique. Certains chercheurs physiciens essaient de situer la particule d'esprit dans chaque être, appelée l'âme, qui agit sur la matière pour construire le corps physique de l'être. Cette théorie est en accord avec l'idée que l'esprit est l'architecte de l'homme et que l'âme est la mesure de la quantité de matériel utilisé dans l'incarnation. L'âme fait partie du monde de l'antimatière où tout le matériel nécessaire à la construction des corps matériels existe. Selon cette synthèse, pour exister et se développer, l'âme a besoin d'un corps, d'une nation, d'une culture, d'une race, d'une famille, et donc de la mémoire. Ainsi, elle se sert de sa mémoire pour construire les fondations de l'être humain, tant au niveau des neurones que des cellules, en relation avec les émotions et le mental. L'âme sait que le corps physique ne pourra soutenir indéfiniment les tensions émotionnelles et mentales de l'homme, et donc elle se prépare à se retirer, permettant ainsi à l'homme de vivre non plus de mémoire, mais de l'énergie divine qui transperce son esprit et se manifeste jusqu'au niveau de la matière. Cependant, l'âme doit accumuler suffisamment d'expérience au cours de ces cycles d'évolution pour amener l'homme à ce stade de développement. L'esprit de l'homme est destiné à se manifester au niveau du mental supérieur, dans une conscience supérieure déconnectée des émotions et permettant une fusion avec l'ego. L'homme est à la mesure de ce qu'il peut connaître et supporter, et sa prise de conscience progressive de l'énergie en lui et de sa manipulation à travers ses émotions et ses pensées est à la fois source de souffrance et d'évolution vers une conscience plus élevée. Ainsi, l'homme initié est capable de construire des pensées vastes et inaccessibles, fondement de son savoir, qui attire à lui une énergie particulière. D'après ce texte, l'homme a le pouvoir de construire son corps morontiel, qui est une évolution de son être au-delà de l'âme. Cela dépend de la capacité de son esprit à absorber la lumière infinie. En neutralisant les souvenirs et en se concentrant sur le présent, l'homme peut créer un avenir sans référence au passé. Les hommes de la 6e race racine seront capables de réaliser des œuvres que les Atlantes n'ont jamais pu imaginer. Cependant, les hommes actuels sont souvent limités par leur mémoire et leur attachement au passé. Les jeunes, qui ont moins de mémoire, sont plus proches de cet état d'esprit. Ils sont prêts à être les premiers de la nouvelle ère. Au fil du temps, les personnes qui s'intéressent actuellement au supramental finiront par se lasser et finalement deviendront supramental. Dans cette intervention, Bernard de Montréal aborde le concept de l'homme supramental. Il explique que certaines personnes sont actuellement obsédées par cette idée, mais qu'avec le temps, leur intérêt se dissipera et ils se concentreront sur des aspects plus concrets de leur vie tels que le travail ou la famille. Il reconnaît que la recherche de l'homme supramental est une manifestation de l'ego et que cela est normal. Bernard de Montréal souligne également que les êtres humains sont en constante évolution et que, malgré leurs tendances égoïstes, il faut reconnaître que certains individus s'intéressent à des choses qui dépassent leur propre conscience. Cependant, il précise qu'il n'est pas personnellement intéressé par la conscience supramentale. Lorsqu'on lui demande s'il donnerait un diplôme à ceux qui ont suivi ses enseignements, Bernard de Montréal répond de manière sarcastique en affirmant qu'il n'est pas intéressé par cette idée et qu'il ne donnera jamais de diplôme. Il laisse entendre que d'autres pourraient éventuellement le faire, mais que cela ne dépend pas de lui. La discussion se termine sur une note légère avec des applaudissements du public.